Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres. Une formation consacrée à la promotion de l'entrepreneuriat dédié pour les jeunes de la commune de Balbala s'est clôturée, c'était à l'INAP. Et l'État islamique revendique les 2 attentats contre des mosquées à Kaboul. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Nous partons à Mogadiscio, où l'attentat au camion piégé a mené le 14 octobre dernier dans le centre de Mogadiscio, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie, qui a fait au moins 358 morts et 228 blessés. C'est ce qu'a annoncé hier soir le gouvernement somalien. Effectivement, donc Asma, cet attentat au camion piégé survenu donc dans le carrefour de K5 dans le district de Hodan a fait au moins l'attentat n'a pas été revendiqué par les autorités, n'ont aucun doute que c'est les Chebabs qui sont à l'origine de cet attentat lancé fréquemment des attentats suicides dans Mogadiscio et ses environs ces dernières années. Les attaques ont l'habitude d'être revendiquées, les attentats qu'ils commettent, sauf le cas où cela pourrait mettre à mal la bienveillance que leur témoigne une certaine partie de la population. Les Chebabs ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien soutenu par la communauté internationale et par la MISON, les 22 000 hommes de la force qui sont stationnés en Somalie. Ils ont été chassés de Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides souvent dans la capitale et contre les bases militaires somaliennes ou étrangères. Le dernier nombre de victimes Asma s'élèverait à quelques 358 morts et plus de 228 blessés, dont 56 disparus. Et justement, Fardous, notre président a appelé à la solidarité. Effectivement, comme vous le dites, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a appelé à se joindre dans l'élan mondial de solidarité en faveur de la nation sœur somalienne, victime d'un attentat aux conséquences meurtrières et destructrices jamais vues jusqu'alors. Le chef de l'État a décrit l'attaque terroriste qui a lieu samedi dernier à Mogadiscio d'une violence extrême et d'actes criminels d'une intensité inexpérimentée auparavant par ce pays voisin. Même aux périodes les plus sombres de son histoire, a dit le président Guelleh, postérieur à 1991, la Somalie n'avait connu de pareilles horreurs et d'abîmes que le chaos laissé par le récent attentat, a-t-il poursuivi. C'est pourquoi face à cette situation exceptionnelle, notre communauté doit réagir de façon exceptionnelle notamment par le biais d'une solidarité agissante qui transcende les canaux de la diplomatie ordinaire et d'État à État. Bien entendu, les États djiboutiens et l'État djiboutien a déjà manifesté son soutien matériel et moral à la nation sœur somalienne dans l'épreuve terrible de cette tragédie, notamment avec l'envoi dès le lendemain de l'attaque terroriste à Mogadiscio d'un personnel médical Asma hautement formé ainsi que d'importants moyens matériels de santé. Le président a aussi formé le vœu que la Somalie surmonte rapidement les conséquences de cette douloureuse épreuve, renoue avec une stabilité et une sécurité pérenne, a-t-il poursuivi. Le président de la République a également mis à profit cette interview pour apporter sa contribution au décryptage, à l'analyse et aux objectifs des auteurs et commanditaires de l'attentat sanglant qui a eu lieu à Mogadiscio à travers cette attaque terroriste. Je cite le chef de l'État, bien sûr. Les Chebabs ont réussi leur projet funeste à porter un coup très dur afin de remettre en cause le profit d'organisation en perte de vitesse et son véritable emprise sur le cours des événements auxquels renvoyé de plus en plus aux yeux des Somaliens et de la communauté internationale de toute entière, a fait observer le chef de l'État. Et pour plus de deux comptes sont ouverts à Djibouti. Ce sont le compte East African Bank et Salam African Bank qui sont ouverts pour ceux qui voudraient contribuer à cet élan de solidarité.
Merci Fardos pour ces précisions sur les attentats qui, on le rappelle, a fait au moins 358 morts et 228 blessés. Un attentat qui n'a pas donc été revendiqué. Le président de la République donc qui appelle à la solidarité. Dans le reste de l'actualité, je vous amène au Rwanda où une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, s'est déplacée à Kigali pour participer à la deuxième session des experts du comité technique spécialisé sur la migration, les réfugiés et les personnes déplacées du 16 au 21 octobre. Dans ce déplacement, le ministre était accompagné par le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Dalal, et du directeur de l'immigration, le colonel Abdelkader Ibrahim Gona. Cette session s'est penchée sur l'un des piliers du processus d'intégration continentale avec pour thème promouvoir la migration et la libre circulation des personnes en Afrique. La concrétisation de la libre circulation des personnes en Afrique aurait en effet l'intérêt de booster le processus d'intégration et de développement du continent afin que notre union, au-delà de son caractère intergouvernemental, devienne en effet une union des peuples, une union au sein de laquelle les Africains trouveront un espace, leur propre espace. Un espace propice à l'éclosion de leurs idées, de leurs projets d'entreprise ou professionnels. Un espace intégré qui tire pleinement profit des rencontres et des échanges des peuples pour son développement. Et enfin, un espace africain intégré où les frontières ne constitueront pas des freins au processus d'intégration et de développement du continent. L'autre sujet donc important qui a fait l'objet de cette deuxième session auquel le ministre djiboutien de l'Intérieur participe est celui de la migration, un sujet d'actualité. Cette session aura pour intérêt de réévaluer et d'actualiser le cadre de politique migratoire africain existant et d'apporter une contribution africaine aux consultations et réflexions au cours sur le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Également dans l'actualité, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Vienne et du protocole de Montréal relatif aux substances approvissant la couche d'ozone, dont Djibouti est signataire depuis 1999, le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, à travers la direction de l'Environnement et du Développement durable, a tenu un atelier de formation des douaniers sur le contrôle de l'importation des substances approvissant la couche d'ozone. L'atelier avait pour objectif de former les douaniers et autres agents sur le contrôle de l'importation des substances approvissant la couche d'ozone et l'apprentissage et la maîtrise des techniques et détection des substances. Donc les substances approvissant la couche d'ozone. En effet, les émissions des SAO contribuent à la destruction de la couche d'ozone, bouclier céleste essentiel pour la survie sur Terre. Toutes les importations. Et nous remercions la douane pour cette collaboration. Un ensemble de ces activités a permis d'éliminer déjà les CFC et maintenant nous sommes passés dans une nouvelle phase où on cherche aussi à éliminer progressivement les produits chimiques qu'on appelle HCFC. Nous allons aussi former et équiper les douaniers. Et dans le reste de l'actualité, sous l'égide du ministère du Travail chargé de la réforme et de l'administration, la NEFIP a clôturé en partenariat avec l'USAID et la mairie de Djibouti une formation consacrée à la promotion de l'entrepreneuriat dédiée pour les jeunes de la commune de Balbala. Eh bien, cette formation va permettre au renforcement de capacités sur l'esprit entrepreneurial pour les jeunes et d'assimiler les notions essentielles sur la conduite des projets. La cérémonie de clôture a vu la participation du secrétaire général du ministère du Travail et du directeur général de la NEFIP, ainsi que le représentant de l'USAID à Djibouti et le président de la commune de Balbala. Objectif, intégrer les jeunes diplômés dans le domaine de l'entrepreneuriat et sur la création de l'emploi. Écoutons l'intervention du secrétaire général du ministère du Travail, M. Abdellah Mohamed. La promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes constitue une des mesures importantes pour le développement de l'emploi. Le plaidoyer pour l'intégration et l'inclusion des jeunes à travers l'entrepreneuriat a été affirmé par le chef de l'État lors du dernier forum sur l'emploi. C'est pourquoi l'État a mis en place de nombreux programmes pour susciter des vocations, soutenir les idées et initiatives génératrices d'emplois dans les différents cadres de référence qui visent le développement économique.
Ainsi, dans le plan d'action opérationnel de la politique nationale de l'emploi, plusieurs activités sont dédiées à cette thématique. Appuyer et accompagner les jeunes diplômés engagés dans la création de l'auto-emploi pour le montage de leur business plan et la recherche de financement. Dans le programme numéro 2, intitulé « Amélioration de l'employabilité et de l'insertion des jeunes et femmes ». Et nous partons à Arta où le préfet par intérim, M. Mohamed Fouzi Ahmed, et le président du conseil régional d'Arta, Omar Waberi, ainsi que les députés, donc les élus locaux et le général de division aérienne Thierry Duquesnoy, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, ont inauguré la construction d'un réservoir d'eau sur le site du Petit Bara. Les habitants se sont réjouis de ce projet piloté et mis en œuvre par le gouvernement de soutien et la direction de l'infrastructure des forces françaises à Djibouti. Cette construction d'une capacité de stockage d'eau et de 140 mètres cubes est une plus-value donc pour les nomades. Les murs de 40 cm d'épaisseur sont construits de façon traditionnelle avec des pierres basaltiques du désert et taillées artisanalement à la main par des ouvriers recrutés pour l'essentiel parmi les locaux. La volonté donc des forces françaises stationnées à Djibouti a été de réaliser un ouvrage ambitieux et de qualité. Écoutons le préfet par intérim de la région d'Arta. C'est plus au cœur des campements des nomades vivant avec leur cheptel à Petit Bara. L'impact du projet sera important puisque le premier résultat sensible de la création de cette citerne étant les gains de temps qu'elle procure aux femmes et aux enfants qui seront dispensés de la corvée d'eau ou des grands trajets à parcourir. À Tadjoura, cette fois où une aide alimentaire et matérielle a été acheminée hier dans le secteur de Mabla, de la région donc de la ville blanche, au profit des familles nomades vulnérables. Des familles entières de ces localités ont été victimes des vents violents et des fortes précipitations. C'était le mois dernier et cette aide composée de produits alimentaires, des matériaux donc de construction. Et ces matériaux donc vont permettre de réhabiliter les habitations traditionnelles qui ont été fortement endommagées par ce phénomène climatique. L'aide a été acheminée jusqu'au village de Galbanaba par le député Youssouf Moutouna et a été octroyée par le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf et la secrétaire d'État aux Affaires sociales Mme Mouna Ousmane Aden en collaboration avec la préfecture de Tadjoura. Le parlementaire donc a annoncé que ce soutien matériel va soulager les populations victimes des intempéries dans le secteur de Mabla et c'est aussi un geste fort du gouvernement et de la préfecture pour venir en aide à la population dans les zones rurales. On reste donc au nord du pays, à Obok cette fois, où un bateau transportant de nombreuses familles yéménites qui ont fui la guerre a accosté hier à l'escale d'Obok, escorté par la Marine nationale. L'opération d'amarrage du bateau s'est déroulée sous la supervision du préfet d'Obok, M. Hassan Dabalé, en présence des services compétents en la matière comme la police des frontières et l'équipe de contrôle sanitaire. Cette équipe de contrôle sanitaire donc du CMH d'Obok, conduite par le docteur Mustafa Mohamed, a pour mission d'inspecter le navire et ses passagers et d'en évaluer les risques de propagation des maladies conformément aux dispositions du règlement sanitaire international de l'OMS. Et ces dispositifs donc de contrôle sanitaire sont mis en place par le ministère de la Santé. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec vous, Hussein Ahmed. Bonsoir. Bonsoir, soir. On va parler donc de l'Afghanistan et l'État islamique donc, qui revendique les 2 attentats contre des mosquées. C'était à Kaboul. Effectivement, donc Asma Boubaker, les Afghans ont encore payé un lourd tribut donc de la situation chaotique dans leur pays. Près de 60 personnes ont été tuées hier dans des attentats en Afghanistan. L'un visait donc la minorité chiite à Kaboul, l'autre une mosquée sunnite dans le centre du pays. La première donc a été revendiquée par l'État islamique dans un communiqué. Ces 2 attaques meurtrières clôturent une semaine sanglante à travers le pays, revendiquée par l'État islamique dans un communiqué. Au moins 39 personnes ont été tuées et plus de 45 blessés dans une attaque suicide à Kaboul. Parallèlement, une mosquée sunnite a cette fois été visée dans la province de Gore, dans le centre du pays, faisant au moins 22 morts et 10 blessés. Les attentats donc de Kaboul et de Gore surviennent au terme d'une semaine particulièrement
meurtrières en Afghanistan avec 3 attaques majeures le 17 et 19 octobre contre des bases ou des enceintes des services de sécurité. Et la peste progresse à Madagascar. L'épidémie qui sévit dans la grande île a déjà provoqué la mort de 94 personnes. Oui, effectivement, l'épidémie de peste qui fait de ravages à Madagascar depuis la fin du mois d'août gagne plus de terrain. Le bilan, les derniers bilans communiqués par l'OMS fait état de 94 morts et plus de 1100 cas ont été signalés. L'OMS a envoyé sur place du matériel de désinfection, des équipements de protection et 1,3 million de doses d'antibiotiques, ce qui sera donc suffisant pour traiter 5000 patients. La peste réapparaît presque chaque année sur la grande île, mais en 2017, il s'est propagé aux grands centres urbains. La forme pulmonaire de la maladie est la plus contagieuse, elle se transmet par la toux et la plus dangereuse, elle est peut-être fatale au moins de 112 heures. Éradiquer le virus reste une question de développement, selon l'OMS qui rappelle qu'à Madagascar, plus de 90% de la population vit avec moins de $2 par jour. Et on va aller en France, où le pays reconnaît officiellement le drapeau européen. C'est une mesure avant tout symbolique et politique du président Macron, alors que les leaders souverainistes, et le parti de gauche radical de Jean-Luc Mélenchon, réclament le retrait du drapeau bleu et or de l'Assemblée nationale. Justement, la France reconnaît officiellement le drapeau européen, comme l'ont déjà fait 16 de 28 pays de l'UE. Il s'agit avant tout d'une mesure symbolique et politique du président français Emmanuel Macron, alors que de leaders souverainistes et la France insoumise, le parti de gauche radical de Jean-Luc Mélenchon réclame le retrait du drapeau bleu et hors de l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit, Asma. Dans une lettre ouverte et adressée récemment au président de la République française, Jean-Luc Mélenchon rappelle que les Français ont refusé en 2005 de reconnaître ces drapeaux en rejetant par référendum les projets des traités constitutionnels européens. Il dénonce en outre le caractère confessionnel de cet emblème, son créateur ayant expliqué s'être inspiré des représentations de la Vierge entourée des 12 étoiles. Emmanuel Macron, qui a fait de la relance de l'Europe et de l'une des priorités de son mandat, veut profiter de la polémique pour réaffirmer l'attachement de la France à tous les symboles de l'Europe, son drapeau ou encore son hymne, l'Ode à la joie de Beethoven, qui avait accompagné son discours de victoire à la présidentielle. Et on reste toujours en Europe pour clore cette édition, Hussein, en Catalogne, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire aujourd'hui. Le chef du gouvernement espagnol, Rajoy, a demandé au Sénat de destituer le gouvernement de Catalogne et de dissoudre son parlement. Mariano Rajoy contre-attaque. Le chef du gouvernement espagnol a souhaité ce matin la destitution du gouvernement catalan et l'organisation dans les 6 mois d'élections régionales en Catalogne. À la faveur de l'article 155 de la Constitution espagnole, Mariano Rajoy demande au Sénat de destituer Carles Puigdemont et de dissoudre le Parlement catalan. Indifférent à toutes les menaces et depuis le référendum du 1er octobre où, selon lui, 43% des Catalans ont voté et à 90% pour l'indépendance. Carles Puigdemont pourrait dès ce soir proclamer formellement l'indépendance de la Catalogne. Merci Hussein Aouled pour ces précisions. Merci à vous qui nous suivez. Excellente soirée à toutes et à tous.